Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir un peu l'état du marché immobilier du monde d'après, aussi bien à l'achat qu'au niveau de la location. Alors d'abord, si on commence par l'achat, il y a un certain nombre de villes, notamment des villes moyennes, on va dire, comme les villes où moi j'avais un peu l'habitude d'investir, des villes de 100, 200, 300 000 habitants, où clairement, par rapport à il y a 2 ans, la concurrence à l'achat s'est intensifiée. Alors, le phénomène, je pense, dominant quand on cherche des raisons à ça, c'est la baisse des taux. C'est-à-dire que moi, je vois dans ma région, on a sur du locatif des investisseurs parisiens, entre guillemets, qu'on ne voyait pas il y a encore 2 ans. Pour en avoir discuté un peu avec des gens intéressés, des agents immobiliers, etc. Donc en plus, c'est des gens qui parfois achètent un peu vite fait, hein, sans même visiter. Ils ont un rendement de 4-5%. On leur propose un bien, ils achètent à distance, ils ne visitent pas, et puis l'affaire est pliée. Donc pour en avoir discuté un peu avec un agent, notre sentiment, c'est qu'en fait, la baisse des taux, alors baisse des taux des crédits, mais également baisse des taux des rémunérations, et notamment des fonds euros sur les assurances vie, tant qu'on avait encore du 2% sur des assurances vie, psychologiquement, ça passait pour des gens qui ont un peu d'argent de côté. Maintenant, depuis environ un an et demi, on est passé à des rémunérations de fonds euros à 1, quelque chose pour cent par an. Voilà, on a atteint un peu le seuil psychologique. Et ces gens-là qui jusque-là n'investissaient pas dans l'immobilier se disent, voilà, moi pour prendre du 4% dans l'immobilier par rapport à mes 1% dans l'assurance vie, autant que je place mon argent là et achète cash. C'est des gens qui, par rapport aux investisseurs traditionnels comme nous à crédit, n'étaient pas là en face avant, et forcément ça renforce la concurrence et ça va compliquer l'achat. Donc ça, je pense, c'est la raison dominante. On peut voir d'autres petites raisons, peut-être plus secondaires, à ce phénomène, de nouvelles personnes intéressées par l'achat immobilier et donc qui font de la concurrence. Ça va être d'une part le fait qu'on a eu un confinement, des choses où on avait beaucoup moins d'activités extérieures, et finalement les gens ont eu le temps de réfléchir, de faire des projets, de tirer des plans sur la comète, y compris des gens qui ne sont pas très proactifs d'habitude. Et puis d'autre part, il y a le côté un peu peur, quoi, crainte, c'est-à-dire que avec les médias, on a vécu dans un environnement un peu anxiogène, et le côté anxiogène peut faire placement pour l'avenir, valeur refuge immobilier, et donc amener encore plus de gens sur le marché immobilier. Alors, le fait qu'il y ait plus de concurrence à l'achat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aller plus vite pour pouvoir acheter des biens. Quand on a un bien qui a un prix intéressant, on n'a plus le temps de prendre son temps, de négocier, etc. Sinon, on va se le faire piquer, quoi. Quand il apparaît en annonce, il faut aller le chercher. Et j'ai envie de dire, il faut même de plus en plus essayer de trouver les biens avant qu'ils arrivent en annonce sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin, c'est là où tout le monde va. Si vous arrivez avant l'annonce sur le Bon Coin, déjà vous aurez éliminé une grosse partie de la concurrence. Je vais d'ailleurs faire une vidéo qui va paraître d'ici une grosse semaine sur les techniques de recherche off-market. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne et puis activez la petite cloche des notifications. Comme ça, vous n'oublierez pas de la visionner quand elle sortira. Et le troisième truc qu'on peut voir un peu dans ce marché à l'achat immobilier du monde d'après, c'est que les biens qui ont des terrasses, des balcons, etc., alors même quand c'est vendu avec locataire en place, hein, donc finalement que c'est pas pour occuper, ça attire plus, et il y a un petit surenchère, un peu plus de concurrence aussi sur ces biens-là. Alors, est-ce qu'il faut justement perdre le moral dans ce contexte-là? J'ai envie de dire non. On peut encore arriver à acheter, hein. On trouve encore quelques anomalies de marché. Comme je dis, faut essayer d'arriver en premier, il y a quelques techniques pour passer avant les annonces. On en parlera dans la prochaine vidéo. Et puis il y a aussi le fait que il faut insister, quoi. C'est un peu la théorie du ketchup. Moi j'aime bien ma théorie du ketchup. Vous savez, quand vous avez le ketchup, vous tapez sur la bouteille, etc. Puis il n'y a rien qui sort. Vous secouez, il n'y a rien qui sort. Et puis soit vous arrêtez et puis vous n'aurez pas de ketchup quand il n'y en a plus beaucoup au fond, soit si vous continuez à taper, il y a tout qui va tomber d'un coup. Alors moi, comme vous le savez, j'ai pris mon indépendance financière avec mes investissements. Ceci dit,
je ne me cache pas que j'ai pas mis 6 mois pour le faire comme vous le vantent certains gourous de l'immobilier. On est plutôt dans l'ordre de grandeur des 10 ans ou un peu plus. Donc récemment, dans ma dernière année de salariat, pour vous donner un exemple, ben je finissais au 1er mai. Donc je savais que j'avais mon dernier salaire en avril. Je m'étais dit, voilà, on va faire un dernier investissement immobilier à crédit, tant que tu sais que tu rentres dans les cases et que tu es 100% sûr de pouvoir encore emprunter, que t'as pas, voilà, qu'il ne faut pas rentrer dans d'autres cases, on va dire que tu as la case habituelle, CDI, etc. Et donc, j'ai commencé à chercher au 1er novembre, en me disant, il faut que j'ai trouvé mon dernier bien, que j'achète comme ça en tout cas, ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas après, au 1er mai. Si on avait été en 2017 ou en 2018, à Noël, l'affaire était pliée. Je peux vous dire, quand j'ai trouvé ce bien-là, je l'ai trouvé le 16 mars. Donc j'avais un peu mon cut au 1er mai, je commençais à y croire y croire plus qu'à moitié, quoi. Pourtant voilà, j'ai un peu d'expérience, etc. J'aurais très bien pu me dire fin février, bon ben voilà, le marché est trop difficile, il est catastrophique en ce moment, j'arrête. Non, voilà, donc il faut insister un peu plus. Quand il y a des gens qui me disent qui ont cherché 1 mois et demi et qui n'ont pas trouvé de bien, ben voilà, c'est pas dramatique, quoi. Il faut savoir insister un peu. Deuxième chose, c'est que cette situation-là, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Elle dure depuis une petite année, mais potentiellement elle pourrait arrêter et on pourrait revenir à un peu moins de concurrence. Il suffit que les taux remontent un petit peu, par exemple, pour qu'on ait déjà un peu moins la cause première. Si on arrête, si on s'en sort du Covid, etc., est-ce que finalement on n'aura pas tous ces gens qui ont tiré les replans sur la comète quand ils auront acheté un appart, etc., qui vont s'apercevoir que c'est peut-être pas ce qu'ils ont fait si miraculeux que ça, une fois qu'ils auront les chiffres en place. Est-ce qu'ils vont pas ne plus être sur le marché? Donc tout ça, on ne peut pas le savoir. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter et désespérer de faire son achat immobilier quand on veut devenir investisseur immobilier. Donc ça, c'était pour l'achat. Alors maintenant, si on passe sur ce marché immobilier du monde d'après, sur la location, donc quand on est bailleur, qu'est-ce que moi j'ai pu constater qui était un peu différent sur la demande locative. Alors, je vais tout de suite évacuer effectivement la partie balcon-terrasse. Moi, je sais que j'ai un certain nombre de biens qui avaient un extérieur, parce que j'ai diversifié les régimes fiscaux, le nu et le meublé, j'ai diversifié le plus ancien et le récent. Et donc dans le récent, notamment, j'avais acheté des sorties de défisques sur des bâtiments qui avaient 10-15 ans, et donc là, il y a des terrasses, des grands balcons, etc. Ceux-là, clairement, quand je les remets en location, ils s'arrachent. Il n'y a aucun problème, ça s'arrache beaucoup plus qu'avant. Alors ils partaient déjà sans problème, mais encore plus, quoi. Donc c'est un peu le même phénomène qu'à l'achat, les gens ont un petit peu peur qu'on soit reconfiné à un moment donné, veulent leur extérieur. Alors le deuxième petit truc que j'ai constaté sur mes mises en location, il y en a d'autres qui l'ont constaté, hein, j'ai lu quelques articles dessus, c'est sur le marché du meublé. Alors sur le marché du meublé, on sent que les locataires ont plus le choix qu'avant. Alors ce qui s'est passé clairement, c'est qu'il y a des gens qui louaient sur Airbnb, qui ont repassé leurs biens meublés sur le marché de la location longue durée. Donc moi je fais de la location longue durée, et du coup, il y a un afflux de biens sur le marché par rapport à la demande, et les locataires ont plus le choix, donc les meublés partent un petit peu moins vite. Alors moi, je sais que j'ai des meublés qui sont sympas, etc., mais voilà, quand ils partaient à la première visite il y a 2 ans, là, il m'en faut 3-4. C'est pas pour ça que j'ai de la vacance locative. Mais on sent que voilà, ils en ont vu d'autres, ils en ont d'autres à voir, alors que parfois le mien était le seul dispo sur le marché quand je le remettais en location. J'exagère, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un peu ça. Donc sûrement conjoncturel parce que les gens attendent peut-être là de voir si on a que l'été d'ouvert et si après ça refout le bordel ou s'il va pouvoir revenir en tourisme normal à un moment donné. Et donc je pense que ces biens-là repasseront sur Airbnb. Ceci dit, ça donne quand même une leçon pour l'avenir. Parce que moi j'aime bien raisonner à long terme. C'est-à-dire que quand j'achète un bien, je regarde ce qui peut se passer dans 10, dans 20 ans. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis trop de paquets sur la coloc, comme je l'ai déjà expliqué, de peur qu'au bout d'un moment il y en ait trop et que certaines villes étudiantes petites, comme Poitiers où j'ai investi, n'absorbent pas le marché. Et donc je dis ça peut préfigurer effectivement peut-être des choses dans 10-15 ans où il faut qu'on se pose des questions. Puisque finalement, moi je vois il y a 10 ans, on avait beaucoup de papis un peu qui étaient bailleurs, qui faisaient jamais de travaux dans leurs biens, etc.
Donc vous mettiez un coup de peinture dans votre bien, bah, vous aviez le bien le plus beau de la rue, quoi. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'investisseurs qui sont formés. Il y a des moyens de se former gratuitement avec les livres, donc comme l'investissement immobilier locatif ou 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, donc de se former là, à moindre prix, à moindre coût pour le prix d'un livre. Donc il y a de plus en plus de gens qui sont formés à l'immobilier et donc qui font des choses, qui retapent les apparts, qui donnent en location des appartements qui font envie. Donc, dans 10 ans, voilà, alors là on est en baby boom étudiant, donc il y a pas mal de locations étudiantes, etc. En plus, ça va finir en 2026, ça va se tasser normalement. Ouais, donc quand on aura un peu sorti tous ces papis du marché là, qui ne faisaient pas de travaux dans leurs biens, et qu'il y aura plus de biens, on va dire, un peu premium, un peu correct, bah, finalement, on a quand même intérêt à avoir un patrimoine d'une certaine qualité. Pas acheter n'importe quoi, pas acheter n'importe où, pas acheter des taudis, etc. Donc un peu loin de la stratégie, par exemple, que certains préconisent, 100% immeuble de rapport à tout va, parce que voilà, moi, c'est mon bon sens paysan creusois, j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc ça a été ma stratégie immobilière de diversifier à la fois fiscalement, sur les types de biens, sur les villes, etc. Donc voilà, être vigilant, quand on achète, pensez à avoir un patrimoine de qualité, c'est comme ça qu'on dort le mieux sur ses deux oreilles. Bon voilà, mes meublés longue durée, là, à partir du moment où c'était des meublés de qualité, bah, même s'il y en a un peu plus, puis que les gens ont un peu plus le choix, bah, ils sont partis quand même sans trop de problèmes. J'ai juste senti que les locataires qui venaient le visiter avaient un peu plus le choix qu'avant. Et dernier petit truc dans le marché immobilier du monde d'après que j'ai constaté, c'est sur la date des relocations étudiantes. Alors avant, on avait vraiment le 20 juin, c'était au 20 juin où ça commençait à visiter, ça partait, parce qu'ils attendaient les écrits du bac. Pas forcément les résultats, une fois qu'ils avaient passé les écrits, ils étaient sereins sur le fait qu'ils avaient réussi, etc. Et puis ils ne voulaient pas trop s'embêter avec les recherches de location avant. Alors cette année où on a eu du contrôle continu, c'est vraiment le Parcoursup, je crois que c'était aux alentours du 6 juin, qui a fait le top départ des locations étudiantes et des sollicitations. Moi je sais que j'avais un bien qui était libre là fin juin. Je l'ai mis en annonce fin mai, ça partait pas, et puis dès le 6 juin, c'est parti à fond sur les demandes. D'ailleurs, c'est intéressant ça de voir quand vous faites parfois quelques tests un peu sur des locations, vous dites là j'ai beaucoup de demandes, là j'en ai pas trop, de relativiser aussi un peu par rapport à la période. On sait très bien qu'il y a des périodes creuses, voilà, le mois de novembre, le mois de mai, et puis des périodes où ça bouge beaucoup, comme en juillet, comme en septembre, comme un peu en janvier, etc. Et donc ça, maintenant qu'il n'y aura pas toutes les matières et une partie de contrôle continu les prochaines années, même si peut-être qu'on aura aussi une petite avancée sur la saison où les étudiants recherchent leur location. Alors quand on cherche en direct, c'est pas inintéressant d'avoir ça en tête parce que moi qui ai pas mal de logements étudiants, c'est peut-être 40 à 50% de mon patrimoine, bah, le mois de juin, clairement, c'est un mois où je choisis de ne pas partir en vacances parce que je sais que si je gère en direct, je vais gérer ça en pratique. Je vous rappelle mon actualité, en sus de mes 2 livres immobiliers dont j'ai parlé tout à l'heure, la sortie du livre L'allocateur rebelle, donc la lecture estivale idéale, hein, un petit roman finalement, c'est une fiction, et qui vous enseignera des principes un peu d'entrepreneuriat, d'investissement, de bourse. En gros, c'est un jeune qui rencontre un mentor, et ce mentor est inspiré de Warren Buffett. On a même des principes un peu de mindset, il y a beaucoup de choses dedans. C'est divertissant, donc bah, voilà, sur la plage ou au bord d'une piscine l'été, on n'aime pas trop se prendre la tête. Mais plutôt que de lire Gala, c'est pas mal d'apprendre en même temps et puis de se former en même temps. Donc L'allocateur rebelle, dernier livre que je sors en français, ça pourra vous faire votre lecture estivale. Je vous mets dans la description de la vidéo les liens pour aller voir tous mes livres que je vous ai présentés, mais aussi 3 petits cadeaux bonus, notamment les 7 types de locataires à éviter, les 7 méthodes d'entrepreneurs applicables à l'investissement immobilier locatif, et le document qui vous permettra d'être beaucoup moins embêté et dérangé par vos locataires. Bon, voilà un peu sur cette vidéo sur le marché immobilier du monde d'après. Donc bah, mettez un peu dans les commentaires, vous, si c'est votre ressenti, ce que vous avez pu constater que j'ai pas cité. C'est une vidéo qui est faite à l'heure actuelle, donc on est mi-2021, on va voir ce que ça donne dans les prochains mois et dans les prochaines années. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.